Si vous avez ouvert un bouquin d'histoire, tous les droits que nous avons et qu'on est en train de nous retirer doucement, ils n'ont pas été acquis par des tractations. Voilà, les tractations, elles font suite au rapport de force ici. C'est dans la rue que ça se passe, la politique. Nicole Marie Meyer est responsable de l'alerte éthique pour l'ONG Transparency International. C'est une ancienne grande fonctionnaire, évincée du Quai d'Orsay, pour avoir divulgué des malversations au sein du ministère, et elle est considérée comme l'une des premières lanceuses d'alerte en France. En peu de mots, que vous est-il arrivé? Qu'avez-vous fait, désobéissante? Je n'ai nullement désobéi. J'ai rendu 2 rapports 2 fois dans 2 postes différents, 2 rapports confidentiels à ma hiérarchie sur des faits de corruption constatés dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est très exactement ce que je devais faire, ne fût-ce qu'au regard de la loi française et de ce qu'on appelle l'article 40 alinéa 2. C'est-à-dire que donc vous avez appliqué la loi, en vérité. Tout agent public doit signaler, effectivement. Voilà, donc la première fois, j'ai trouvé des soupçons, d'abord une très mauvaise gestion. Je suis tombée dans une institution qui datait de 1907. On était en 1997. Oh oui. Une institution de... Oui, avec plaisir. Allez-y. Une institution de 10 000 mètres carrés, 7 bâtiments, 61 agents, pas de contrat de travail, alors que certains étaient embauchés depuis 17 ans, pas de caisse de retraite, pas de caisse maladie. Pas d'assurance ni sur les bâtiments ni sur les personnels. On parle du Quai d'Orsay, là. Donc on parle du département culture du ministère des Affaires étrangères, effectivement. Donc j'avais un soupçon de détournement de fonds, puisque en l'absence de pièces comptables et en l'absence d'une comptabilité, j'avais 2 années de suite un excédent de 500 000 francs qui disparaissait, puisqu'on était en francs. Et je n'accusais personne, je relevais des faits. Si vous voulez, l'alerte, c'est de signaler un fait, effectivement. Notre définition, c'est... Transparency, c'est le signalement d'un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux personnes ou instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Alors, je ne connaissais pas cette définition, je faisais simplement mon devoir d'agent public. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure, tout à l'heure, c'est très important, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous vivez pas comme une désobéissante. On en parlait avec Sandra Laugier tout à l'heure. La désobéissance, entre guillemets, est une façon d'obéir à une loi supérieure. C'est d'une certaine manière ce que vous avez fait vous-même. Je n'ai pas du tout... Alors, si vous voulez, on peut reprendre les choses, mais je crois que c'est quand même une chose importante de dire qu'il y a dans ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte 2 branches, si vous voulez. Mais la majorité des gens que je connais et que nous soutenons sont des gens qui ont tout simplement voulu appliquer la loi de leur pays, qui se sont donc opposés au fait de commettre des détournements de fonds ou, je veux dire, nous défendons par exemple un directeur administratif et financier dépendant d'une caisse d'assurance maladie qui a été licencié pour faute grave pour avoir refusé de créer des emplois fictifs en France. Bon, j'ai moi-même été menacée, déplacée, mutée sous un petit poste avec une note abaissée, tout simplement parce que j'ai rendu à ma hiérarchie un rapport confidentiel. Je n'ai pas fuité dans la presse, je n'ai pas... Vous voyez, je veux dire, j'ai rendu à ma hiérarchie, j'ai été menacée, j'ai été déplacée, mutée, et je suis redevenue une excellente élève, puisque j'étais très bien notée, très bien évaluée jusqu'à ce que je rende ce type de rapport. J'ai de nouveau eu un très gros poste, en plus en Allemagne, donc dans un pays, voilà, un poste important. Et pour mon malheur, j'ai trouvé pour la seconde fois, alors que j'avais remonté ma carrière, si vous voulez, j'ai trouvé pour la seconde fois, cette fois-ci j'ai trouvé des faux en écriture publique et des abus de biens sociaux. J'ai à nouveau rendu un rapport, j'ai à nouveau subi des pressions orales et physiques, j'ai demandé une inspection, officiellement une inspection générale, et cette fois-ci j'ai perdu mon poste. Voilà, j'ai perdu mon poste et ma carrière. Donc c'est vraiment important de voir que les lanceurs d'alerte sont au départ, pour une grande majorité, ces centaines de gens qui tout simplement essaient d'appliquer la loi de leur pays, et à partir du moment où ils ont épuisé toutes les ressources légales, parfois ils passent dans les stratégies d'alerte à la désobéissance. On va voir ça avec la figure paradigmatique aujourd'hui évidemment d'Edward Snowden. Un point juste, Sandra Laugier. Est-ce la même chose de désobéir quand on constate une malversation, ou est-ce la même chose de désobéir au nom d'une certaine idée de la justice? Je crois que dans tous Parce les que cas... dans le cas de Xavier Renou, lui clairement, il désobéissait à la loi. Il n'était pas dans la même perspective que vous. Donc il y a une nuance ici à opérer, je crois. Je crois que chaque fois, dans ces 2 cas, en réalité, on veut
quelque chose qui soit réellement juste. On veut plus de justice. Et donc, ce qu'on veut, c'est en effet, alors dans votre cas, arriver à appliquer la loi, mais aussi, finalement, à travailler correctement aussi. C'est-à-dire que la plupart des désobéissants civils des années 2000 étaient vraiment des fonctionnaires qui aussi considéraient que, de toute façon, s'ils voulaient faire leur travail correctement, eh bien, ils étaient obligés de désobéir à des directives qui leur paraissaient iniques. Donc, ne bougez pas l'une et l'autre, continuez d'en parler bien sûr. Je vais vous montrer quelque chose qui me semble important. C'est l'intervention publique d'Edward Snowden à la destination du public français, donc, et c'était à la Gaîté Lyrique à Paris en décembre 2014. Écoutez et regardez ceci. Je ne voulais pas changer le monde, je ne voulais pas changer la politique de mon gouvernement. Je voulais simplement que nous soyons dans une démocratie représentative et que les gens que nous élisons représentent les gens, pas une classe particulière, pas une organisation particulière, mais le peuple. Et ils le font sur la base de nos votes, des valeurs que nous avons en tant que société. Et quand des programmes ont commencé à fonctionner de plus en plus dans le secret absolu, on a commencé à avoir ce divorce entre nous et les opérations qui ont été menées. On était écartés de la nature même et de la compréhension de notre société. Parce que quand on en arrive à la démocratie, le gouvernement est fondé sur l'idée d'un consentement des gens qui les ont élus. Donc, ce sont des gens qui sont censés diriger les opérations en notre nom. Mais si nous ne comprenons plus les programmes qu'ils disent mener en notre nom et les directions qu'ils ont prises dans ces opérations et qu'ils les mènent contre nous et qu'ils les font en notre nom, eh bien, nous ne faisons plus partie de ce gouvernement. Nous devenons les sujets de ce gouvernement. Il dit des actions qui sont menées contre nous. C'est ce « nous » qui m'intéresse. Que désigne-t-il par ce « nous » ? Parce qu'on est là dans une rhétorique qui n'est pas sans rappeler celle de Trump pendant la campagne. On va rendre le pouvoir au peuple. Quelle différence faire entre Antigone et le démagogue ? C'est-à-dire celui qui spécule d'une certaine manière sur une certaine idée du peuple qu'on aurait dépouillée pour justifier un comportement qui serait délictueux. Comment justifier ça ? Est-ce qu'il y a une nuance à faire là encore ? Mais qu'est-ce que c'est que le « nous » De toute façon, c'est quand même l'affirmation d'un peuple et d'une démocratie où chacun, et c'est peut-être ça la différence avec Trump, où chacune doit pouvoir se reconnaître et s'exprimer. Mais quand Trump dit « on va rendre le pouvoir au peuple »,« to you, the people », comme il disait, c'était... Alors, si je prends l'angle des lanceurs d'alerte, j'ai tendance à me référer à la parésia. Quel sens donnez-vous à la parésia quand vous la citez ? Les deux piliers de la démocratie grecque, selon notamment Polybe, c'est effectivement l'égalité devant la loi ou l'égalité de l'accès à la parole publique dans l'agora, ce qui revient à l'égalité des droits, mais ce sont deux branches déjà différentes de l'égalité des droits, et la liberté de dire la vérité. Parésia. Et la parésia, c'est un acte de franchise et de conviction qui engage intrinsèquement l'être contre l'éloquence, la séduction, l'apparence, et elle signifie qu'il y a courage, parce que cet acte, cette parole vraie, met en risque la personne face à l'Assemblée, qui peut l'exiler si elle n'est pas d'accord, ou face au tyran, qui va le vendre comme esclave, comme demi. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est une vision très individualiste donc de la désobéissance et de la démocratie, dans une démocratie qui excluait un certain nombre de personnes. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui se pose en fait dès qu'on parle de désobéissance. Mais pour aller à la parésia, parce que la parésia a été reprise par parésia. Foucault et Rosan-Vallon, je veux dire, l'intérêt c'est qu'il y a l'idée que s'il y a égalité d'accès à la parole, toutes les paroles ne sont pas égales. Rumeurs, mensonges ou fake news. Précisément. Et c'est ce qui permet à la démocratie de ne pas dégénérer en oclocratie, gouvernement par la foule et par les passions. J'aimerais partager votre optimisme. Rappelons quand même pour nos spectateurs que la parésia est une expression effectivement grecque, une modalité du dire vrai,
qu'on retrouve chez Foucault dans un livre intitulé Le courage de la vérité. Ce sont ses derniers cours au Collège de France. Le titre même de ce livre a inspiré d'ailleurs le candidat François Fillon, puisque c'était son premier slogan au début de la campagne. Allez savoir pourquoi il a renoncé ensuite à ce slogan. Il l'a remplacé par une volonté pour la France. On se demande pourquoi. Néanmoins, j'en reviens à ma position, et il faut qu'on termine cette discussion, mais sur cette ambivalence. Quelle différence? Et comment, du point de vue d'un citoyen éclairé, faire la différence entre quelqu'un, mettons Snowden, ou un lanceur d'alerte qui courageux met sa vie en jeu, sa vie professionnelle, etc., pour dire quelque chose, et le démagogue qui se fait élire sur le thème « moi contre tous les autres ». Regardez le méchant système plutocrate, oclocrate, méchant, affreux, atroce. Moi, je suis en marge de ça, je suis un vrai désobéissant, et moi, vous pouvez me faire confiance. Quelle différence faire entre ces deux positions? Sandra Laugier, sur cette question, sur cette nuance décisive. C'est vraiment, d'une part, une nuance, et puis l'enjeu même de la démocratie maintenant, puisque... Quelle différence entre le dire vrai et la démagogie, en fait, c'est ça? Si on a cette position du dire vrai, qui est en effet extrêmement courageuse, risquée et élitiste, comment la rendre compatible avec la lutte pour plus de démocratie qui donnerait en fait la parole à plus de gens? C'est pour ça que la question de l'inclusivité, elle est très importante, et que dès lors que on va critiquer en fait la démocratie en tant que justement donnant libre expression et ouvrant la voie en fait à une forme de démagogie et aux passions du peuple, on va très facilement aussi sombrer dans un mépris aussi du peuple. Et donc comment est-ce qu'on peut à la fois se battre pour la démocratie et donc aussi critiquer le peuple, le démos. Et donc c'est vraiment le débat actuel qu'il y a autour du populisme. Pratiquer la désobéissance en faisant preuve d'esprit critique, c'est éviter que la désobéissance ne devienne l'alibi d'une servitude renouvelée. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Vous voyez, désobéir n'est ni facile ni simple. Qu'elle dénonce une malversation ou qu'elle attaque une injustice, c'est toujours, paradoxalement, à la loi elle-même que la désobéissance en appelle. Qu'elle prenne la forme d'un rassemblement, d'une collectivité protestataire ou d'une simple fonctionnaire qui, depuis son bureau, fait son travail en pointant les irrégularités du corps où elle se trouve. La désobéissance est toujours un appel à la loi, tantôt à son amélioration, tantôt tout simplement à son respect. La désobéissance est donc essentielle en démocratie, car la démocratie est un régime imparfait, qui se nourrit des objections, des critiques, des contestations, en un mot, des désobéissances qui l'empêchent de s'endormir sur ses lauriers.